Bien le bonjour d'Algérie, mesdames et messieurs, où que vous soyez, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Marhaba bikoum, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce 9 avril 2025. Tout d'abord, Saha Eidkoum, je n'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes en famille. Quant à nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi en direct de la station régionale d'Oran de 8h à 9h30 avec notre humble équipe technique pour vous servir durant 1h30 de programme qui, je l'espère, sera à la hauteur de vos attentes. Programme d'ailleurs qui vous enverra qui vous emmènera avec nous mesurer un peu la température de l'ensemble de l'actualité de l'ouest du pays. Et en parlant d'actualité, quoi de mieux que de commencer par le bel événement qu'organise très prochainement l'École nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin, une journée consacrée à la journée du savoir Yom el-Ilm. Ça sera le 16 avril. On aura le plaisir d'avoir avec nous dans un tout petit moment le directeur de l'établissement, M. Fouad Boukli Hassan, qui nous parlera de cette journée, son programme ainsi que les mesures entreprises par l'établissement pour assurer son bon suivi. On passera ensuite au volet santé. Et oui, nous sommes à quelques jours passés de la journée mondiale de la santé. Et quoi de mieux que de profiter de cet événement pour parler d'une maladie qui n'est pas assez médiatisée ici en Algérie, malheureusement. Une maladie que certains appellent la voleuse de la vue. Mesdames et messieurs, j'ai nommé le glaucome, une maladie oculaire qui touche plus de 5% de la population de plus de 40 ans en Algérie. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous l'ophtalmologiste Dr Mohamed Graïr qui nous dira ce qu'est justement le glaucome, comment s'y prémunir et l'importance du dépistage précoce. On fera ensuite un crochet cinéma avec notre cher critique web cinéma Mostafa Qassi qui sera parmi nous aussi dans un petit moment pour nous présenter un film. Mostafa Qassi, d'ailleurs, je pense que vous le connaissez, on a déjà eu l'habitude de le recevoir à plusieurs reprises au niveau de cette émission. À chaque fois, il nous venait avec un film très particulier et cette fois, il arrive avec un film coup de poing, un documentaire palestinien et pas n'importe lequel. C'est le documentaire qui a reçu tout récemment l'Oscar du meilleur film documentaire. Rien que ça. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça avec nous dans pas très très longtemps. Et on finit bien sûr avec le patrimoine. Et oui, nous sommes à quelques jours du mois du patrimoine, mois qui aura lieu du 18 avril au 18 mai. Quoi de mieux que de se consacrer à l'une des grandes fiertés culturelles de la wilaya d'Oran, à savoir la revue Tourat, revue éditée par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous l'attachée de recherche au sein de la revue, Madame Lemia Fardheb, qui sera parmi nous pour nous présenter ce beau projet et nous parler du tout nouveau numéro en cours d'élaboration. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous suivre. Mais avant de commencer, et comme à l'accoutumée, on vous laisse savourer une petite douceur musicale histoire de vous mettre un peu dans le bain. On vous laisse apprécier et on se retrouve juste après pour commencer. A tout de suite.
une magnifique visite touristique en chanson, visite touristique de notre belle wilaya d'Oran, interprétée par nul autre que l'illustre Houari Benchenet. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on commence avec notre premier plateau, comme je vous l'ai dit, l'événement organisé par l'EMPO, l'événement consacré à la journée du savoir, et c'est avec le directeur de l'établissement, M. Fouad Boukli Hassan. M. Boukli Hassan, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Sabah al-Nour wa rabah, nahakum mabrouk. Tout d'abord, Aïdoukoum Moubarak, wa kullu aam wa antum bi alfi khair. Merci infiniment de m'avoir donné cette occasion, cette opportunité de parler de notre établissement et en particulier notre événement le 16 avril qui se tiendra, Inch'Allah, la semaine prochaine au niveau de l'EMPO, qui sera riche et varié bien sûr, et vous serez les bienvenus. Alors, M. Boukli Hassan, avant déjà de nous concentrer sur l'événement en question, on va profiter un peu de votre présence aujourd'hui pour vous présenter l'établissement à nos chers téléspectateurs, l'EMPO, l'École nationale polytechnique d'Oran, Maurice Audin. Merci beaucoup, M. Elias. Donc, bon, comme tout le monde le sait, l'École nationale polytechnique, c'est une des 3 écoles nationales polytechniques existantes en Algérie. Donc, la nôtre est domiciliée bien sûr à Oran. Oui. Donc, elle dispose de 7 départements, dont 6 départements de second cycle, oui, qui offrent 13 spécialités, dont 2 offres nationales, qui entrent dans la priorité nationale du pays, à la tête de notre cher président, c'est Abdelmajid Tebboune, notamment qui est la sécurité en eau, qui s'intègre dans la spécialité de dessalement de l'eau de mer, et la deuxième spécialité qui est la construction automobile, récemment ouverte, c'est-à-dire cette année. Oui. Alors, on a des filières... Désolé de vous interrompre, M. Boukli Hassan, juste pour revenir un peu sur ces nouvelles formations, à savoir dessalement d'eau de mer, construction automobile, etc. Est-ce que ces formations ont été intégrées tout récemment, histoire de s'adapter un peu au marché du travail et pour inclure davantage l'étudiant dans le milieu socio-professionnel? Ah oui, absolument, parce que quand on lance des formations pareilles, c'est en fonction des besoins du marché. Oui. Donc, à nos attentes, il faut qu'on doit répondre, surtout maintenant on a besoin des compétences qui doivent accompagner ces métiers d'actualité, ces métiers d'avenir, oui, pour assurer une pérennité dans le suivi des types de projets. Et quand on lance un projet pareil, de grande envergure, donc il faut s'assurer d'avoir une pépinière de compétences afin d'accompagner les entreprises et assurer un savoir-faire de qualité et de normes dans les standards internationaux. Oui. Alors, notre stratégie au niveau de l'École nationale polytechnique d'Oran, Maurice Audin, c'est-à-dire cherche à valoriser nos compétences dans un cadre global qui doit répondre en tant que métier, diplôme d'ingénieur en tant que métier, et non pas uniquement un diplôme théorique et pratique. Oui. Donc, à ce titre-là, donc on a mis en place des mécanismes et des leviers qui répondent à cette vision globale et qui s'intègrent bien sûr dans la vision globale de l'État. Oui. Notamment ces mécanismes dans la valorisation de cette compétence, notamment dans l'innovation, dans la recherche scientifique et académique. Oui. Et pour cela, l'État a mis en place des dispositifs, notamment des incubateurs, des centres de développement de l'entrepreneuriat, des systèmes pour les brevets, oui, et aussi a mis en place des interfaces qui vont être, si vous voulez, en collaboration avec le socio-économique, notamment les filiales, oui, qui sont récemment créées au niveau des établissements, notamment, oui, la nôtre. Alors, à ce titre-là, donc, pour valoriser ces compétences et qui doivent répondre, donc, on sollicite toujours des étudiants à s'intégrer à cette démarche, notamment dans les projets innovants, le fameux arrêté 1275 qui, si vous voulez, qui facilite la tâche à nos étudiants par une série de formations complémentaires au volet technique sur le plan managériel. Parce que sachez une chose,
que l'étudiant maintenant, quand il sort, un diplôme et quand il sort, il doit avoir, si vous voulez, les compétences nécessaires, notamment sur le volet technique, que ce soit sur le volet managérial et gestion des projets. Justement, à ce niveau-là, vous me tendez la perche. Est-ce que l'école, pour justement préparer l'étudiant au marché et aux défis du travail, est-ce que l'école a prévu des conventions ou a signé des conventions avec certaines entreprises publiques, par exemple, pour intégrer encore plus l'étudiant en tant que stagiaire, pour qu'il puisse voir les véritables enjeux du marché du Alors, travail? il n'y a pas uniquement les entreprises publiques, il y a les entreprises privées de grande envergure. Donc, l'année passée, on a signé avec de gros groupes qui assurent cette tâche et dans différentes formes. Parce que ça, c'est pertinemment qu'au niveau de la formation d'ingénieurs dans le cycle de formation académique au sein de notre établissement, il y a ce qu'on appelle le volet stage qui doit, si vous voulez, mettre en exergue, si vous voulez, toutes les compétences techniques, théoriques qu'il doit avoir l'étudiant durant son cursus, il doit les voir sous la forme pratique dans l'entreprise. Tout à fait. Alors, bien sûr, nous avons signé des conventions pour les stages, pas uniquement dans le stage, mais dans le volet, dans l'accompagnement de la formation et l'encadrement, d'accord, des projets fin d'études au sein des entreprises. Et pour la retourner, c'est-à-dire pour revenir sur l'aspect innovation et l'entrepreneuriat, il y a deux axes de recherche, enfin, il y a deux axes, il y a deux visions de la chose. Les entreprises, que ce soit étatiques ou bien publiques, ou bien privées, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? C'est-à-dire d'avoir des compétences, une ressource, une pépinière de compétences. Tout à fait. Donc on doit les accompagner. Quand il y a des grands projets, donc il faut avoir une réserve, un gisement de compétences, de savoir-faire, de manager, de leadership, si vous voulez, qui vont gérer ce type de projet. On ne peut pas jouer avec de l'argent. C'est parce que ça sort de l'avenir du futur des générations. Absolument. Ça, c'est d'une part. L'autre axe à développer à titre individuel, c'est-à-dire quand il y a des étudiants ayant des idées innovantes qui veulent les concrétiser sous forme des start-up ou bien des micro-entreprises, on doit les accompagner par un cycle de formation. Maintenant, il y a le volet ou bien le support financier qui doit, si vous voulez, accompagner ces jeunes diplômés afin de concrétiser leur projet et le mettre sur le marché. Et ça, c'est important et je pense que c'est un volet stratégique et important qu'on doit s'y mettre dedans afin d'assurer et d'ajouter, mettre une valeur ajoutée pour la croissance économique de notre cher pays. Oui. Y a-t-il eu des succès de start-up issus de l'École nationale polytechnique d'Oran? Oui, bien sûr. Qui ont réussi? Il y a même, actuellement, il n'y a pas uniquement dans le cadre de la graduation, mais il y a aussi même dans la post-graduation, c'est-à-dire dans le doctorat récemment. L'année passée, il y a eu une soutenance de thèse de doctorat, c'est une première au niveau de l'école, qui a abouti, si vous voulez, à une start-up, si vous voulez, dans le domaine du génie civil, d'accord, pour le recyclage, etc. Donc, on encourage maintenant, même dans le volet recherche, on s'intègre maintenant, on s'aligne sur le volet valorisation, toutes les recherches et mettre en lumière, si vous voulez, tous nos produits, nos savoir-faire, au service socio-économique pour booster l'économie nationale. Donc, Monsieur Boukel Hassan, aujourd'hui, vous pouvez clairement affirmer que les étudiants de l'EMPO sont clairement qualifiés pour le marché du travail. Ah oui, absolument. Absolument. D'ailleurs, le succès important de nos chers étudiants, parce que, alhamdoulilah, dans des entreprises, on a eu un feedback parce qu'on suit nos étudiants même après leur... ce qu'on appelle les alumnés des étudiants, on a un feedback donc, parce qu'on cherche les étudiants avant, les inputs qui entrent dans l'école, on les forme, mais post-diplômés, on les cherche, on essaie d'avoir un feedback, c'est pour... assurer quel est le feedback de nos
compétences sur le marché du travail. Et de la on a formation, eu des satisfactions et un retour, alhamdulillah, de la part des entreprises. Et certains de nos étudiants sont des chefs d'entreprise dans des grands groupes. Oui. Je cite par exemple le groupe. On ne peut pas malheureusement voilà, citer. exactement, Oui, dans oui. des grands groupes qui sont vraiment une lumière, un fleuron de l'industrie algérienne. Très bien, très bien. En tout cas, c'est un savoir à valoriser. Absolument. En tout cas, et pour rester toujours dans la thématique du savoir, parlez-nous un peu justement de ce bel événement qu'organise très prochainement le MPO. Alors, puisque c'est cette opportunité qui se présente, on a on a voulu organiser cette journée comme la tradition le veut chaque année. Oui. Et donc, c'est notre deuxième année au niveau de l'MPO. On organise une journée dédiée à la recherche et à la valorisation de nos produits, de nos savoir-faire. C'est une sorte de bilan. Pour certaines, d'une manière générale. Oui. Et on a mis en place avec mon équipe tout un plan d'action et un programme riche et varié à l'échelle, que ce soit à l'échelle nationale, même à l'international. Et donc, et ça va se terminer par un salon, une foire dédiée à exposer nos projets innovants, la production scientifique et les réalisations faites au sein de nos équipes et nos laboratoires de recherche au niveau de l'École nationale polytechnique d'Oran. Très bien. Donc avant de parler du programme en question, y a-t-il un thème central autour desquels les activités sont organisées? Oui, bien sûr. Cet événement. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier M. Louali parce que sous le parrainage de M. Louali de la wilaya d'Oran, qui a accepté de parrainer cet événement, c'est un grand honneur pour nous tous. Et donc, cet événement s'inscrit dans la démarche globale qui est l'innovation, les nouvelles technologies et bien sûr l'entrepreneuriat, c'est des sujets d'actualité et c'est des sujets attractifs et bien sûr qui intéressent tout le monde. Et bien sûr, et c'est de notre devoir maintenant de s'y mettre afin de booster l'économie parce que l'enjeu maintenant c'est l'économie. Et donc on doit répondre aux besoins et aux attentes de nos partenaires socio-économiques. Et à ce moment-là, on a pensé à cette thématique et pour cela, on a mis un programme et des plénières, la matinée avec des plénières ce programme va, si vous voulez, sur l'entrepreneuriat, sur les nouvelles technologies, sur la nouvelle tendance pour les différents axes. Et à la fin, bien sûr, ce sera, comme je l'ai mentionné, par une foire d'exposition, un salon d'exposition de nos produits réalisés au sein de notre école. Et combien d'exposants attendez-vous à peu près? Bon, les exposants, on a une dizaine d'exposants. Enfin, il y a pas mal de trucs intéressants. Il y a même les clubs scientifiques qui sont actifs au niveau de l'École nationale polytechnique qui vont faire l'exposition au sein en parallèle avec l'exposé de la production scientifique. Donc il y a, si vous voulez, un complément, que ce soit des laboratoires de recherche ou même des clubs scientifiques que je remercie par la même occasion. Ça c'est très beau justement d'inclure l'étudiant et de ne pas justement de le laisser marginaliser. C'est à chaque fois vous faites en sorte... L'étudiant, si vous me permettez, l'étudiant c'est le point pivot. C'est la locomotive. Bien sûr, parce que c'est l'étudiant, c'est ça c'est le background. Et c'est autour de l'étudiant on doit former, on doit tisser toutes les compétences et si vous voulez, de le rendre opérationnel. C'est ça l'objectif. Et notre vision de la chose, c'est de le mettre sur le terrain opérationnel, avoir un leadership. Un leadership, c'est avoir pas uniquement les compétences techniques, mais une vision, un étudiant qui peut prendre des décisions, qui peut gérer des projets, gérer un groupe de travail. Et donc ça, c'est le défi et l'enjeu crucial pour le mettre opérationnel dans le monde du travail. Voilà. Une question que j'avais envie de vous poser, c'est y a-t-il des chercheurs ou des personnalités du milieu universitaire que vous allez inviter pour cet événement particulier? Oui, bien sûr, il y a des chercheurs, il y a de renom. Il y a un gars de Montréal qui a un cabinet d'expertise internationale qui va participer avec nous. Il y a des étudiants, il y a un docteur au niveau de l'École nationale, de l'Institut polytechnique de Bragança,
qui va présenter. Il y a aussi des fondations, il y a deux chercheurs italiens, hein, d'accord, deux entreprises qui vont qu'on va travailler par la même occasion. C'est une fondation Mattei, Enrico Mattei, et c'est un des descendants des amis de la révolution algérienne. Oui. Donc cette fondation à but non lucratif, qu'on est en train de tisser le lien avec eux, et pour enrichir le débat et mettre en place un savoir-faire, un transfert technologique au niveau de notre établissement. Au profit des étudiants. Au profit des étudiants, parce qu'on doit s'ouvrir à l'international pour notre visibilité, pour être en diapason avec tout ce qui se fait à l'échelle internationale et pour se rattraper et être à jour. Et ça, c'est l'enjeu. Et alhamdoulilah, nos étudiants étaient toujours à la hauteur et à la page de ce qui se fait à l'échelle internationale. Nous avons, pas loin qu'hier, j'ai eu l'occasion de voir professeur Karim Zerib. Et donc, on a parlé de notre projet parce que notre école s'intègre dans ce qu'on appelle le club d'excellence de la diaspora étrangère. Donc, notamment, il y a le professeur Karim Zerib qui est notre président honorifique de notre club. D'accord? Et les membres seront invités à cet événement. Et aussi, il y aura ce club aussi englobe d'autres personnalités importantes, notamment Kamel Toumi, Noumar Tabet, etc. Donc, il y a pas mal de personnes qui contribuent, si vous voulez, à tisser nos partenariats avec et maintenir le niveau d'excellence. Et maintenir toujours le niveau d'excellence au niveau de... Nous avons reçu l'année passée Karim Zerib au niveau de l'École nationale politique au mois de juillet qui a donné 2 conférences internationales et on a mis en place, si vous voulez, une feuille de route pour travailler et collaborer ensemble. Oui, déjà pour donner une idée à nos chers téléspectateurs, Karim Zerib est devenu une célébrité aujourd'hui. Ah oui, absolument, absolument. Donc parce que comme il a été reçu juste hier par le président de la République, il vient avec justement un grand projet par rapport à l'exploitation du lithium. Ah oui, absolument. Donc est-ce que d'ailleurs même le MPO compte s'intéresser justement à ce niveau? Absolument. Nous avons déjà un département dédié à ça, un département de génie des procédés. D'accord, qui s'intéresse, donc on a le génie des matériaux, une filière de génie matériaux, on a le génie des procédés, et on a un laboratoire dédié à fabriquer des couches minces et des réalisations qui s'intéressent justement dans le domaine du stockage, etc. Donc, et ça, c'est qui nous incite à travailler, à collaborer avec lui dans le cadre de renforcement de notre compétence et s'ouvrir à l'international. Alors une dernière question, Monsieur Boukli Hassan, par rapport à l'événement que vous organisez la semaine prochaine. Comment cet événement s'inscrit-il dans la stratégie globale de l'établissement, que ce soit en matière de développement scientifique ou voire même technologique? Alors, merci pour votre question. Donc cet événement, c'est d'abord faire quand même un bilan. On doit faire un bilan. En fait, toute action, on doit avoir un retour, un feedback. Donc on doit mettre un bilan et exposer d'abord nos savoir-faire. Et il y aura des visiteurs, il y aura des chefs d'entreprise qui vont venir. Et à partir de cet échange, on va, si vous voulez, réactualiser, mettre en œuvre un plan de développement, d'accord, qui va répondre ce plan d'action aux besoins et aux attentes des entreprises, parce que on doit travailler en adéquation, que ce soit sur le plan stratégique national, qu'on doit s'intégrer et s'aligner dedans, et en parallèle, bien sûr, on doit répondre aux besoins à des projets nationaux de grande envergure, notamment dans les mines, dans la sécurité énergétique, dans la sécurité en eau, qui maintenant c'est des enjeux cruciaux et pour périner, si vous voulez, pour la pérennité de ce projet aux générations futures. Et ça c'est important et c'est de notre responsabilité d'assumer
ces actions. Et sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie infiniment. Hassan, directeur, je rappelle que vous êtes le directeur de l'École nationale polytechnique d'Oran, Maurice Audin. Merci beaucoup de nous avoir consacré de votre temps, malgré un emploi du temps très chargé. Merci beaucoup. On rappelle à nos chers téléspectateurs que l'événement en question se tiendra donc le 16 avril. Inch'Allah. Au sein même. Pardon. Alors, ça sera. À l'UMPO. À l'UMPO, au niveau de la bibliothèque Talahit. Oui, exactement. Il y aura une foire, exactement. À partir de quelle heure? À partir de 8h30. 8h30. Parfait. Rendez-vous pris alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À tout moment. Merci beaucoup à vous. Et quant à nos chers téléspectateurs, on continue avec notre deuxième plateau. Mais tout d'abord, petite pause musicale et on se retrouve juste après. جرح قلبي بسيف ماضي ضربة شجعان بسهام الشرف رماني وقت اني ظاهر بلا خفاء من عشق السين شوف حالي وعدي راني سبابي يا اهل الهوى عرض الغزلان اسلب عقلي ودهاني غير تلاقيتو مصادفة الا يمني في ليعتي ما زاروك محالي ولو دقت الغرام الهجا والتهان تبكي باللي بكاني تعبرني بالصد والجفان نبيت وعز في كلامه دب الشفار خاني يامو بهوايا لا بغايرو تبسم بان من لتامو كبرق يشيع من غيامه وشفار مدام السيوف ترن السحر في نيامه ما ينجح حد من سهامه صايل بجميع الحروف نبيت وعاز في كلامه صد وخلاني املك عقلي وحات روحي ذاب العيان بهواه هز ديواني وكوانيك يا مخالفة ألا يمني في ليعتي مصاروا المحالي ولو دقت الغرام الهجرة والتهان تعذرني بالصد والجفا ألا يمني في ليعتي مزاروك محاني ولو دقت الغرام الهجرة والتهان تبكي من اللي بكاني تعذرني De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre deuxième sujet, sujet santé, comme je vous l'ai dit, vu qu'on est à quelques jours passés de la journée mondiale de la santé, quoi de mieux que de se concentrer sur une maladie dont on ne parle pas beaucoup, malheureusement, à savoir le glaucome, et c'est avec l'ophtalmologiste Dr Mohamed Grayer. Dr Grayer,
Marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Le plaisir est partagé, merci. Tout le plaisir est pour nous. Alors, docteur Graer, quand même, c'est une maladie, une maladie oculaire dont on ne parle pas beaucoup malheureusement, une maladie qui touche plus de 5% de la population de plus de 40 ans, en tout cas en Algérie. Si on peut la simplifier à nos chers téléspectateurs, comment on pourrait présenter le glaucome ou les glaucomes? Oui, en général on parle des glaucomes, mais on va essayer de parler aujourd'hui de la forme la plus fréquente, c'est le glaucome chronique à angle ouvert. Donc il représente un peu plus de 60% des glaucomes. Donc, contrairement à ce que vous avez dit, ce n'est pas une maladie occultée ou dont on ne parle pas beaucoup. Chaque congrès, mais un peu moins par rapport au diabète quand même. Sur le plan vulgarisation, oui. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Sinon, c'est une maladie chronique assez réputée. Le problème de cette maladie, c'est que c'est une maladie silencieuse. C'est ce qu'on appelle vulgairement le voleur silencieux de la vue. Oui. Et là, l'importance du dépistage, enfin des campagnes de dépistage sont très importantes. Donc, en gros, c'est ça le glaucome. Donc, ça touche quand même en Algérie un peu plus de 500 000, mais c'est un chiffre qui est sous-estimé. Parce qu'on ne fait pas des campagnes de dépistage de façon régulière, mais ce n'est pas propre à l'Algérie uniquement, c'est mondial. Oui, c'est mondial. Donc c'est un chiffre approximatif. Sur le plan mondial, il y a environ, enfin les statistiques de 2013 ont démontré qu'il y avait entre 64 et 65 millions de malades atteints de glaucome chronique, et ils envisagent qu'en 2040, il y aura entre 111 et 112 millions de malades atteints de glaucome chronique à angle ouvert. Et qu'est-ce qui fait en sorte que le chiffre grimpe constamment? Alors, y a-t-il des facteurs environnementaux ou... Il y a d'abord le facteur essentiel, c'est la démographie. D'accord. La deuxième chose, c'est les avancées technologiques dans le dépistage. Donc il y a des équipements maintenant qui sont très sophistiqués et qui nous permettent de faire un dépistage et un diagnostic très précoce. Et il y a aussi la sensibilisation de la population mondiale, donc à travers les campagnes de sensibilisation. Et bien sûr, les politiques de santé qui sont appliquées pour faire face à ce genre de pathologie. Voilà. Alors, docteur Graer, pour revenir au dépistage précoce, en préparant ce plateau, j'avais lu quelques articles médicaux. Certains disent qu'il est très difficile à détecter un glaucome à un stade précoce malgré les avancées technologiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, il faut faire la différence entre une tension oculaire élevée et un glaucome. Donc, il y a une tension oculaire élevée. Effectivement, c'est un facteur de risque, mais ça reste une tension élevée. Par contre, un glaucome, c'est tout un tas d'éléments qui nous disent que c'est le glaucome maladie. Donc tout d'abord, c'est une tension élevée, au-delà de 21 mm de mercure, mais il ne faut pas faire de ça une tension cible, parce qu'il y a des nerfs optiques qui sont résistants et qui sont normaux à des tensions de 26. Donc ce n'est pas standardisé. Il y a aussi une détérioration progressive du champ visuel. Et bien sûr, anatomiquement parlant, le substratum principal du glaucome, c'est une détérioration du nerf optique. Donc cette triade, elle est obligatoire pour parler de glaucome maladie. Donc à différencier d'une hypertension oculaire isolée. Est-ce que maintenant les nouveaux outils technologiques contribuent justement au développement du glaucome, notamment l'exposition constante aux écrans, etc. Oui, il nous arrive parfois de faire un diagnostic de glaucome pré-périmétrique. La périmétrie, c'est le champ visuel. D'accord. Donc, quand on a des signes périmétriques, c'est déjà que la maladie a avancé quand même de pas mal d'étapes. Et là, donc, avec les équipements ophtalmologiques actuels, on peut faire des diagnostics très précoces. Sachant qu'il y a des cas borderline, donc c'est des cas où on ne peut pas se prononcer de façon affirmative, donc là on surveille. Mais à côté il y a des facteurs de risque. Donc les facteurs de risque, il y a l'âge, c'est à partir de 40 ans, il y a les antécédents familiaux. Il n'y a pas de cas exceptionnel où il pourrait y avoir un développement avant l'âge de 40 ans? Si,
Ah, Si, d'accord. il y a des glaucomes congénitaux. Ah, Il y a très des bébés qui naissent avec un glaucome Ah, congénital, d'accord. bien sûr. Dès la naissance. Bien sûr, il y a les glaucomes secondaires, en l'occurrence les glaucomes traumatiques. Il y a pas mal de glaucomes Oui. qui sont répertoriés dans des cadres très précis. Mais là, le thème d'aujourd'hui, c'est le glaucome le plus fréquent, c'est Oui. le glaucome chronique à angle ouvert. Oui. Donc c'est la pathologie la plus fréquente. Très bien. Et il faut dire que c'est une pathologie cécitante. Et le but de ce débat, c'est de sensibiliser la population, c'est de faire des campagnes de dépistage et bien sûr permettre à la conduite vis-à-vis de cette maladie de la ralentir. Voilà. Oui. Voilà. Justement, en parlant de ça, les traitements administrés actuellement Oui. permettent de ralentir justement la progression du glaucome. Mais peut-on un jour parler de guérison? Guérison. On ne peut pas parler de Total. guérison d'une maladie chronique. Ouais. Quand on C'est a un impossible. diabétique, il est diabétique Ouais. à vie. Absolument. Un glaucomateux aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas étiqueter Oui. un patient comme glaucomateux Oui. si on n'a pas toutes les données. Oui. Donc le but du traitement, d'abord il faut faire un diagnostic précoce. Plus le diagnostic est précoce, plus le pronostic est meilleur. D'accord. Donc le but essentiel de la prise en charge thérapeutique ou chirurgicale du glaucome, c'est de ralentir de façon assez considérable l'évolution de cette maladie. Et l'objectif initial de la thérapeutique, c'est d'atteindre au moins une pression cible adéquate. Donc c'est une pression qui est propre à chaque personne. Donc il n'y a pas de pression cible standard pour tous les gens. D'accord. Donc chaque personne a une pression cible en fonction de sa physiologie intrinsèque. Voilà. D'accord, d'accord. Et maintenant, Dr Gray, pour venir un peu à l'actualité médicale Oui. par rapport à la régénération du nerf optique, est-ce qu'il y a de nouvelles avancées médicales ou technologiques dans ce domaine-là pour freiner au mieux la progression du En glaucome? matière de... Il faut savoir que quand on est avec un capital d'environ 1 200 000 fibres optiques. Oui. Pour chaque nerf optique. Donc le nerf optique, c'est effectivement le câble électrique de l'œil qui relie l'œil, enfin la rétine, au cortex occipital en passant par les voies optiques intracrâniennes. C'est Oui. la base du crâne. Donc pour les avancées thérapeutiques, il y en a beaucoup, aussi bien pharmacologiques qu'autres. Donc il y a le traitement pharmacologique, il y a le traitement physique et chirurgical. Oui. Donc les avancées sont toujours là. Donc quand on va assister à des congrès, il y a toujours des nouveautés en matière de thérapeutique et de chirurgie des glaucomes. Oui. Mais la stratégie essentielle dépend d'un arbre décisionnel. Donc on ne peut pas appliquer de façon standard. Chaque cas est un cas particulier. Donc chaque patient a son protocole thérapeutique. Et son traitement, etc. Il y a des patients avec lesquels on démarre avec une monothérapie, par exemple. D'accord. Il y en a d'autres avec lesquels on démarre avec un traitement assez agressif. Et là, le problème, quand on est en face de patients qui ont un glaucome déjà avancé, là, il faut très bien réfléchir pour la conduite à tenir, parce que en matière de tension oculaire, quand il y a une souffrance des fibres optiques, donc tout ce qui part ne revient pas. Oui. Ce n'est pas une peau qui cicatrise ou un ongle qui repousse. Les cellules nerveuses, quand elles partent, elles ne reviennent pas. Donc ceci, Et ça peut aller jusqu'à l'aveuglement. C'est une pathologie cécitante pour les personnes qui ont été diagnostiquées tardivement, pour les personnes qui sont pas, qui n'observent pas une discipline régulière, donc c'est l'observance, et chez les patients qui font des échappements thérapeutiques. Donc il y a des patients qui présentent des échappements thérapeutiques et qui posent un problème vraiment pour la prise en charge de cette maladie cécitante. Mais est-ce que la chirurgie oculaire aujourd'hui peut présenter une forme de solution La chirurgie des glaucomes, c'est toujours le dernier recours. Oui. Donc il faut démarrer par les moyens simples. Exactement. C'est les collyres. Donc il y a des collyres simples, il y a des collyres associés. C'est ce qu'on appelle les associations fixes et les associations non fixes. Donc il y en a beaucoup. Je vous cite à titre d'exemple, il y a les bêta-bloquants comme le timolol, il y a les agonistes des prostaglandines, il y
il y a les alpha-adrénergiques, il y a beaucoup de molécules qui sont destinées à traiter le glaucome. Donc, des fois, on utilise une molécule, des fois, on combine parmi les molécules pour avoir une pression cible bien précise. Maintenant, il y a le traitement physique, donc qui est le laser, donc le plus fréquent c'est le SLT, Oui. donc, mais c'est une solution provisoire. Donc la durée d'action c'est environ 6 mois, 12 mois, donc c'est une indication assez Pas une solution particulière. définitive. Oui. Maintenant, quand on a recours à une chirurgie, il faut savoir la poser au bon moment, pas trop tard et pas trop tôt, parce que déjà la chirurgie du glaucome c'est une chirurgie qui n'est pas dénuée de complications. Donc il y a plusieurs techniques, mais les plus fréquentes, il y a l'ancienne, elle a été mise en évidence par un éminent chirurgien, c'est Kearns, c'est la trabéculectomie. Oui. Il y a la sclérectomie profonde perforante, la sclérectomie profonde non perforante, et il y a aussi actuellement ce qu'on appelle les mix, c'est des sortes de stents qu'on place, mais l'indication chirurgicale n'est pas standard pour tous les malades. Donc, on dispose de cette technologie ici? Alors les stents, bon, pour la sclérectomie, la SPMP et la trabéculectomie, c'est bon. Maintenant pour les mix, donc c'est assez récent, donc c'est en cours d'évolution chez nous. Donc ce n'est pas une chirurgie qui se fait de façon systématique. Okay. Voilà. Alors Dr Zahir, en préparant en amont ce plateau, j'avais croisé quelques témoignages de personnes atteintes de glaucome, oui. Et beaucoup disent que certains médicaments qui leur sont prescrits ont des effets un peu néfastes sur la santé. Est-ce que vous pouvez rassurer nos chers téléspectateurs en disant que justement ce n'est pas forcément le cas, oui. Ou est-ce qu'effectivement ça a des effets secondaires? Vous parlez d'effets secondaires locaux sur l'œil ou sur les... Non, sur la santé en général. Alors, le plus important, c'est les effets secondaires locaux. Essentiellement les problèmes de surface oculaire, parce que en général, c'est des collyres qui sont conservés, mais actuellement, il y a une industrie de collyres non conservés. Donc, il y a une amélioration de l'industrie pharmacologique qui vise à assurer un confort, parce qu'un patient qui est atteint de glaucome, s'il n'a pas un confort de vie, il ne va pas respecter les instillations. Oui. Donc s'il a des brûlures ou un syndrome sec ou autre chose, donc ça va le gêner, donc il ne va pas respecter, donc il va permettre à la maladie d'évoluer. Maintenant sur le plan général, bon, il y a certaines molécules, par exemple comme les bêta-bloquants, oui. Le timolol ou le cartéolol, donc on demande d'abord un avis cardiovasculaire. S'il n'y a pas de contre-indication. Oui. Essentiellement les blocs auriculo-ventriculaires ou les problèmes pulmonaires, c'est les BPCO, c'est les problèmes respiratoires. Donc s'il n'y a pas de contre-indication, on donne sans problème ce genre de molécules. Il y a aussi d'autres molécules, mais en général, le problème est beaucoup plus local que général. Ah, d'accord. Donc et quel est le recours s'il y a une personne qui présente des complications pulmonaires, par exemple? Il y a toujours un moyen de changer les moyens thérapeutiques. Donc, on peut switcher vers une autre molécule, comme les agonistes des prostaglandines, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Donc, il y a toujours moyen de régler le problème du patient. Okay. Mais en matière de glaucome, comme beaucoup de pathologies oculaires, c'est beaucoup plus la surface oculaire. Il y a une détérioration du film lacrymal parce que c'est une maladie chronique. Oui. C'est des gouttes qu'on met tous les jours. Oui. En général, c'est des collyres conservés. Donc, et là, il y a une altération de la surface et ça pose problème. D'accord. C'est un problème de confort du malade. Voilà. D'accord. Alors, une dernière question, Dr Zahir. On voit aujourd'hui que le glaucome touche souvent, en tout cas, des personnes âgées, parfois même dans des zones rurales. Comment on pourrait, ici en Algérie en tout cas, garantir un dépistage équitable, on va dire, par rapport à ça? Le problème ne se pose pas uniquement dans les zones enclavées ou les zones rurales, même dans les grandes villes. Donc il y a déjà des campagnes de dépistage. Si on parle de notre pays, donc il y a la Société algérienne
du glaucome. Il y a aussi d'autres sociétés savantes Oui. qui parlent de ça, qui parlent du dépistage. Maintenant, la difficulté, c'est vrai, dans les zones enclavées, ça pose beaucoup plus de problèmes. Ouais. Concernant l'âge, il n'y a pas uniquement les personnes âgées. Hein. Oui, mais Le souvent, glaucome chronique ouais. dont on parle, c'est à partir de la quarantaine. Oui. Donc, d'où l'intérêt de faire des consultations annuelles à partir de 40 ans. Donc ça, c'est global. Oui. Et on en trouve. Hein. Donc Ouais. souvent, on trouve surtout chez les personnes qui ont des facteurs de risque. Justement. Le premier facteur de risque, c'est d'abord une tension élevée qu'il faut surveiller. Donc tension élevée ne veut pas dire forcément glaucome. Donc à surveiller. Les patients qui ont des antécédents familiaux, Oui. par exemple un parent de premier degré. Oui. Donc ça peut être héréditaire aussi. Oui, oui, c'est une maladie héréditaire multifactorielle. Oui. Voilà. Une pathologie qui a été souvent occultée, mais là, elle est de plus en plus mise en évidence, c'est l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est une pathologie qui est liée directement Glaucome. dans la pathogénèse du glaucome. Donc c'est une des causes du glaucome, comme bien sûr d'autres pathologies du système nerveux, telles que les AVC par exemple. Ah. Ils ont écrit, bien sûr, l'apnée du sommeil, c'est une pathologie qui est de plus en plus connue. Oui. Et il faut la dépister. Hein. Oui. Il y a d'autres facteurs de risque aussi, tels que la prise de corticoïdes. Bon, ça rentre dans le cadre des glaucomes secondaires. Il y a le diabète aussi. Oui. Le diabète qui est un facteur de risque. Oui, ça peut Il y engendrer des a la complications, myopie, mais ce n'est pas un facteur de risque potentiel. C'est beaucoup plus anatomique parce que l'œil d'un myope, c'est un œil un peu différent d'un œil normal. Oui. Et sur le plan anatomique, donc il y a un cisaillement des fibres du nerf optique qui sont liées à l'anatomie de l'œil du myope qui font que le glaucome peut survenir beaucoup plus facilement chez un myope qu'un non-myope. Ah, d'accord. Donc les myopes sont susceptibles. Je vous donne un exemple. Par exemple, la tension standard, c'est entre 15 et 21. D'accord. Donc une personne qui n'est pas myope, elle peut supporter facilement un 19-20 mm de mercure. Par contre, une personne myope, surtout les fortes myopies, donc c'est des personnes qui peuvent être susceptibles à une tension un peu plus de 16-17 mm de mercure. Donc vous voyez la différence. Oui. Voilà. Et là, ça pose problème parce que l'interprétation des examens paracliniques, comme par exemple le champ visuel ou l'OCT du nerf optique, sont difficiles chez le myope parce qu'il y a des variations anatomiques, il y a des faux positifs et des faux négatifs, comparativement à un œil normal. D'où la difficulté de la pathologie. Voilà. Très bien, très bien. Un dernier mot, docteur Gray, pour sensibiliser nos chers téléspectateurs par rapport à ça. Ce n'est pas quand même une maladie à prendre à la légère. Oui. Un dernier mot, bon, le but principal de ce débat, c'est le dépistage. Oui, effectivement. Le dépistage, donc il y a déjà une politique de santé qui a été mise en évidence et appliquée, ça fait des années. Il y a aussi la Société algérienne du glaucome qui fait un travail énorme. Oui. Donc, et il y a aussi il faut sensibiliser aussi les populations jeunes à partir de 40 ans. Ce n'est pas une pathologie des vieux. Oui, oui. Personne n'est à l'abri. Voilà, donc à partir de 40 ans. Donc le dépistage. Donc ça, c'est le premier volet. Maintenant, quand on diagnostique un glaucome chronique, il faut que le patient respecte l'observance et respecte les consignes du médecin. Parce que quand on est indiscipliné dans ce genre de pathologie, c'est irrécupérable. Oui. Irrécupérable, et là, on est devant un cas vraiment, il y a ce qu'on appelle des fois des glaucomes agoniques. Il y a des patients qui viennent chez nous à des stades très avancés. Et le hic, je vais prendre quelques secondes, c'est important. Le hic, c'est une maladie silencieuse, sournoise. Donc c'est là la difficulté de cette pathologie. Et il ne faut pas que les gens disent que je n'ai rien, donc je ne consulte pas. Exact. Donc j'ai toujours en mémoire un cas qui m'a marqué. Donc j'étais encore assistant à la clinique Front de Mer. Je me rappelle d'un vieux de 65 ans à l'époque, il était chauffeur de taxi, il faisait Oran-Tiaret. Pour lui, il voyait bien, mais quand on l'a admis, on a remarqué qu'il avait une acuité visuelle de 4 centièmes. Oui, 4 centièmes, c'est interdit de... C'est pour ça qu'il y a des fois des accidents de circulation. Voilà, donc c'est premier volet dépistage, deuxième volet c'est
l'observance et le respect du traitement. Parfait. Merci beaucoup à vous, docteur Mohamed Graïr, de nous avoir consacré de votre temps pour sensibiliser sur ce sujet très très important. J'espère qu'on aura l'occasion aussi de vous revoir pour d'autres occasions. Certainement, merci pour l'invitation. Et c'est vrai que débattre ce genre de pathologie en 20 minutes, ce n'est pas suffisant, mais quand même, on a donné les points essentiels. Effectivement. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et quant à nos chers téléspectateurs, on continue avec notre troisième plateau. Mais tout d'abord, petite pause musicale et on se retrouve juste après. Chanson interprétée par le musicien algérien Samir Fares, une chanson en hommage à nos frères et sœurs palestiniens qui, à l'heure où je vous parle, souffrent des affres du colonialisme sioniste abject et barbare, colonialisme qui fait aujourd'hui plus de 50 000 morts, un chiffre colossal. Et si la communauté internationale se distingue par son mutisme face à cette tragédie, eh bien nous, Algériens, nous n'oublions pas ce qui se passe. Et quoi de mieux aujourd'hui que de leur rendre hommage en célébrant leur culture, et pas n'importe laquelle, la culture cinématographique palestinienne. Et c'est avec notre invité du jour, Monsieur Mostafa Qassi. Mostafa, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Ilyes, bonjour à nos chers téléspectateurs et merci pour cette invitation. Tout le plaisir est pour nous, Mostafa. Alors, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit, vous êtes devenu un habitué de l'émission. Vous êtes quand même critique web cinéma, arabophone d'ailleurs, je précise. Oui. Mais déjà, merci de faire l'effort pour venir nous faire une critique en français. Merci. Alors, Mostafa, la chose qui m'a le plus plu dans vos films que vous présentez, c'est à chaque fois, c'est déjà la nationalité des films. À chaque fois, vous venez avec une nationalité différente. Donc, on n'est pas dans un cinéma purement hollywoodien ou purement européen. Donc, la dernière fois, par exemple, vous nous avez présenté un film japonais, c'était Perfect Days, de Wim Wenders. Très, très beau film d'ailleurs. Oui. Alors, cette fois, vous venez avec un documentaire palestinien. Je vous laisse parler. Ce documentaire est un chef-d'œuvre, qui est un chef-d'œuvre cinématographique, où le réalisateur Bessel Ada et son co-réalisateur Ahmed Hamdan, Belal Hamdan, ont pris la caméra comme une arme et présenté les souffrances
et les atrocités qui ont été commises dans le village de dans les villages palestiniens. Oui, oui. D'ailleurs, pour l'anecdote, Hamdan Bellal, qui n'était pas, mais qui s'est auto-improvisé réalisateur, lui était agriculteur. Agriculteur, oui. Oui, mais Bassel Adra était un activiste. Tout à fait, exactement. Il filmait des atrocités depuis 15 ans. Oui, quand même. Mais il a 15 ans. Ouais. Déjà, le film, il va relater des événements, je pense, de 2019 jusqu'à 2023. 2019, pendant 5 ans, on a filmé les événements. Mais quand on voit les images, on comprend pourquoi le film a pris autant de temps pour sortir. Oui, parce que déjà, tu vois القمع اللي صار لهم pendant cette la période, وين l'arrestation permanente تاع الرياليزاتور كل خطره كانوا يجوا عنده l'armée coloniale كانوا خطرات كونفيسكوا له الماتيريال تاعه خطرات. D'ailleurs, à ce niveau-là, ça me rappelle un autre documentaire très très beau aussi, documentaire palestinien, c'est 5 caméras brisées. Ah, 5 caméras brisées, oui, c'est un très bon. Déjà تحس باللي inspiré من cinéma de lutte. Exactement. Déjà كاين une période في السينما palestinien وين كانت l'OLP. Oui. Il y a l'organisation de libération palestinienne. Absolument. Et financière beaucoup de films, la plupart des films documentaires. Comme d'ailleurs un film algérien aussi, Senaoud. Bon, on va faire une petite pause pour déjà donner un peu une idée à nos chers téléspectateurs de quoi parle le film. On va vous montrer quelques images pour avoir une idée et on se retrouve juste après. 1,000 Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began in 1967. مسافر يطا هي المكان اللي كبرت فيه. بداية تصويري هي بداية نهاية. أنا يوفال، كيفك؟ هو صحفي بده يكتب عن هذا المعادي ولا اليهود؟ عالم كامل مبني على الفصل. ممكن يكون أخوك أو صاحبك إجا وقدم بيه. شو ممكن نساوي يعني؟ He spent years documenting Israeli efforts to evict Palestinians living in Masafiyata. يعني كشغل فوق الدغري مالك موجود بشويه. هيك بدك يصير كل شيء بسرعة والله شيء مستمر لسنين. يدمرونا شوي شوي. أصعب نضال هو الثبات في الأرض. مسافة رياضة موجودة لسبب واحد. الناس بتوجد حياة لنفسها. Un film brillant, tout simplement. Très émouvant. Très émouvant. Et d'ailleurs, un film qui a même eu beaucoup de succès, même à l'international. Même à l'international. Donc, on a le succès international. Mais avant, on présente le film de quoi ça parle. Msafriyata, c'est une zone composée de plusieurs villages, d'une vingtaine de villages, où la zone a été occupée par l'armée israélienne, في الضفة الغربية. Mais كانت جاو وبداو يهدموا في لي ميزون تاع لي فيلاجو. داكور. وبداو يكسبيلسو لي زوتر، يقول لهم روحوا زعما ما كاش وين. مي بوندون لا جورني كانوا يهدموا الديار ولا نوي كانوا يجيو يعاودوا يبنوهم. شغل هذوك لي فيلاجوا في الليل كانوا يجيبوا الاخرين يعاودوا يبنوا هذوك الاخرين. كوم ان اكت دو لوت، كوم ان اكت دو ريزيستانس. باسل عذراء ابخي لا كاميرا بدا يصور على الانجستيس اللي كانت تصرا. كانوا ديجا دي تيغ كانوا يدوهم سو بريتكست باش يبنوا اون زون ميليتير. مي اون رياليتي سي با بور لي دوني او كولون. كانوا دي كولون ديجا ارمي كانوا يجوا للفيلاج وكانوا ياتاكو لي فيلاجوا تما. و باسل العذراء فيلمي كان توجور كان يفيلمي. خطرات كان ينضرب وخطرات كانوا بزاف كيما نقولوا القمع كان بزاف لي انجستيس وي ريبريسيون. وكان معاه بلال حمدان اللي دايوغ ديجا مور
مور السكسي اللي داره الفيلم عاود ولا البلاد وديجا اغيتي اغريسي اغريسي الاولى من بعد اغيتي بار لارمي اسرائيليenne. Oui, et d'ailleurs, le plus impressionnant, parce qu'on rappelle à nos chers téléspectateurs que c'est que le film a remporté l'Oscar du meilleur film documentaire, ce qui est inédit pour un film palestinien. C'est la première fois qu'un film palestinien obtient cette distinction. Et juste après son retour, le réalisateur a subi beaucoup de pression, notamment il s'est fait agresser et même arrêté. Et le pire, c'est que même l'Académie des Oscars n'a pas dénoncé son agression. Il y a eu juste une seule célébrité qui s'est prononcée, c'était Marc Ruffalo. Bon, كان ديجا الاولى كي كونتيتي ريبريزونتي بور الاخر كانت الديستريبيسيون تاع لو فيلم ما كانتش كاينه في لي زيتازوني ديجا منعوه ما بغاوش يديروه صوف كانت كاينه اون سال في ميامي اللي بغات ديفيوزي لا سال ايتي كيما نقولوا سوبي دي موناس دو فيرميتور وكاع حتى جات اون بيتيسيون من عند لي مونبر دو جوري تاع الاوسكار وين داروا اون بيتيسيون باش حتى عرضوه كشغل بالسيف هذاك الفيلم من بعد هذا باش عرفوا ديجا كانت دخله تاع السينما كان بزاف على هذاك الفيلم كان كيوريوزيتي من عند الناس باش تعرف في هذا لو سوكسي تاع الاوسكار اللي جينا بوندون لا سيرموني وين كانوا الناس ما كانوش عارفين هاد لا لوت ديجا كانت كوفرتور ميدياتيك ما كانش في الغرب ما كانش عندها بزاف كيما نقولوا على فلسطين. يافي دي ايماج فرونتال وكانت كيما نقولوا شوكونت بارفوا وين خطرات كيما نقولوا ان كولون كي اتيري سور الكوزان دو رياليزاتور. ابسوليومون في هذا السوكسي كاع كان توجور الغرب كان باغي مش باغي يوري هذاك الفيلم توجور مش باغي يوري باش خطرات جوجي ديجا كي وراوه كي دا الاوسكار ودا السوكسي كاع هذا جوجي انتي سيميت بور l'akhar. C'est une excuse pour Oui, bien sûr. Alors, bon, on rappelle à nos chers téléspectateurs que ce film-là n'est qu'un film du grand cinéma palestinien. Bien sûr. Parce que le cinéma palestinien, c'est aussi des décennies et des décennies de grands films. Comme par exemple كاين بزاف لي زيتاب اللي فات عليهم سينما بالستينيان. ديجا السينما بالستينيان بدات من لي زاني 30 1935 précisément كان le premier film palestinien qui a été un court métrage de 20 minutes réalisé par un palestinien et équipe palestinienne. كان حسان سرحان هذا le premier réalisateur palestinien 1935 كانت لا فيزيت تاع l'héritier تاع العربيه السعوديه كان عندها اون فيزيت الاخر دو حيفا جوسكا تل افيف كان هذا هو لو بيريب اللي صوره كان فيلم موي داكور من بعد مور النكبه الاولى 1948 من تما تقدر تقول السينما بالستينيه صراها اون كريز حبست حتى الديبيو تاع لي زاني 60 وين بدات لا دوزيام بيريود تاع السينما وين كان ديجا سينما تاع دو ليبراسيون كان داك الوقت كان بزاف دي مومون تاع ليبراسيون وين داو السينما كوم ارم وين باش يوروا لا فوا باش يوصلوا لا فوا تاع لي بيبل هادو اوبريسي وكاع الاخر المونديالمون كاع. En fait, Moustapha, moi, il y a un film en particulier qui a retenu mon attention, parce que c'est le premier film qui a porté la cause palestinienne à l'international, en tout cas à grande échelle. C'est le film Paradise Now. Avant d'en parler, je vais d'abord laisser nos chers téléspectateurs découvrir quelques images et on se retrouve juste après. Ça aussi, c'est un brillant film. C'était un chef-d'œuvre aussi. En fait, ce film-là, c'est un film qui m'est très très cher parce que ça a été plus ou moins ma porte d'ouverture par rapport au cinéma palestinien. C'est le premier film avec lequel j'ai découvert le reste. Le premier film qui a eu un succès à l'international. كاين قبله كان تاع إلياس سليمان تاع Chronique d'une disparition. Mais c'est celui-là qui a commencé à recevoir les premiers grands prix. Les premiers grands prix كيما le Golden Globe داه pour le meilleur film étranger هذا الفيلم تاع Paradise Now. Et même une nomination à l'Oscar. La première nomination à l'Oscar تاع un film palestinien تاع هاني ابو اسد. ديجا هذا هاني ابو اسد comme Elia Suleiman ça fait partie de la nouvelle vague des films palestiniens, les films تاع l'exil وين تاني les thèmes traités dans cette période من 90 حتى les années 2000 كان كيما نقولوا دي فيلم تاع l'exil دي فيلم لا بسيكولوجي تاع لي بالستينيين كيفاش عاشوا في هذيك البيريود
وهذيك لا بيريود a été marquée déjà par كانت بزاف لوبريسيون تاع كان ديجا لانستالاسيون تاع لا كولونيال كانت بزاف ذاك الوقت وين ما خلاتهمش كيما نقولوا اكسبريمون ليبرمون على الاخر. D'ailleurs, pour revenir à ce film-là, on rappelle que le film a été tourné dans des conditions très très difficiles. Très difficiles, oui. Il y a même eu plusieurs bombardements, même dans les zones où ils étaient en train de filmer. Dans les zones تاع في هذا الفيلم ديجا كان اون بارتي كان تقدر تقول خزنوا كاميرا وراحوا لي زون وين كان الكولون بزاف كيما نقولوا ذاك الوقت. وين فيلماو باسكو لو فيلم بارل دو l'avant et l'après et pendant le recrutement تاع les deux jeunes هادو pour faire l'attentat في oui, absolument. في هذيك البيريود وين بغاو يديروا لاتونتا كانت الكاميرا كانت بريسك كاشي في لي زون وين كانوا دايرين مي سي البروميير فيلم كي ا بلوز او موان ميدياتيزي ان بو لا كوز باليستينيان عرف لا كوز باليستينيان بزاف باسكو ديجا دا الاول جولدن جلوب والنوميناسيون تاع الاوسكار. Et après il y a eu un autre film important aussi qui est venu par la suite, c'est le film Omar. Omar le même réalisateur تاع Hani Abou Assad exactement. Lui il parle de quelqu'un qui traverse le mur تاع الضفه الغربيه باش يجيب البوله تاع باش يلعب البوله exactement mais qui par la force des choses il va être emprisonné. كاين ديجا فيلم بليز او موان على رومانس و ميم طون فيلم تاع قلت لك في هذه لا بيريود كان يتريتي بزاف الكوتي بسيكولوجيك والكوتي ايموسيونيل تاع Alors Moustapha, maintenant on va revenir un peu au gros film du jour, à savoir No Other Land. Étant donné que le film est co-réalisé, est-ce que la collaboration entre plusieurs réalisateurs, est-ce qu'elle a apporté une perspective différente de chaque réalisateur ou est-ce que le tout coordonne parfaitement? Non. Est-ce qu'on ressent une différence de style entre chaque réalisateur? ما تحس باسكو ديجا الرياليزاتور برينسيبال كان باسل العذراء اللي هو كان كيما نقولوا الشيف دوركاست تاع هذا الرياليزاسيون كان هو كيما كي سوبرفيز ديجا اون سون باللي هذاك الرياليزاتور هو لانكارناسيون تاع لو بوبل تاع هذيك لا ريجيون باسكو ديجا نحسوا بلي لا فريستراسيون تاع ديجا اكسبوزي بوكو لو كوتي هيومان وين تحس بلا فريستراسيون تاع البيرسوناج هذاك ديجا لا فريستراسيون تاع بيرسوناج كي ريفليت لا فريستراسيون تاع الشعب تاع هذاك سي ان بيرسوناج اشاك فوا كي يبنوا هذوك الديار عاود يجي يهدموا هذوك خطرات يكونفيسكوا لهم الماتيريال تاع الكونستركسيون كل خطره كيما هكا خطره كان باغي البلاك شغل تو قال لها ديجا في الفيلم قال لها جو في اريتي من بعد عاود شغل الاكسبوز توجور وثاني الرياليزاتور بلال اللي ديجا حمدان بلال ديجا لو فيلم يحكي بزاف عليه ثاني وين هضر على كل خطره راني نبني الدار وميم طون يجي شغل سيزيف قال راني نحس روحي شغل راني نطلع الحجره هكا شغل كيما سيزيف كيما في لو ميد كان نطلع حجره عاود تهود شغل قال لها ما نحبش نقعد هكا Oui. Alors, Moustapha, pour clôturer, comme dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport au pouvoir de l'image? Parce qu'on voit que quand même la cause palestinienne elle a été portée à l'international, il y a eu plusieurs discours, mais rien n'a impacté l'opinion internationale comme les images de ce film-là. Est-ce qu'aujourd'hui l'image vaut 1000 mots? Déjà on a fait période à l'image. Déjà la plupart déjà تاع les scènes ont été filmées تاع الفيلم دي فيديو تاع دي سمارت فون وكاع دي سمارت فون وين كيما نقولوا دروك لا بويسونس تاع ليماج راهي امباكتوز بزاف دروك حنا ديجا تو الموند كونيكتي تو الموند عنده ايكرون وين تحس بلي ليماج دروك راهي ان بوفوار كيما نقولوا انورم وين تقد دي بوبل ont été libérés juste des images كيما هكا كيما حنايا ديجا حنا دينا ليماج من les années 60 les années 50 c'est vrai que la cause algérienne a été portée à l'ONU à travers des images tout à fait à travers les films qui ont été filmés au maquis pendant les maquis les maquis ou comme les films de René Vautier comme vous l'avez dit comme avoir 20 ans dans les oreilles etc. même d'ailleurs même le cinéma guérilla de Dilo Pontecorvo toujours ديجا داك الوقت كان سوبر 8 وكان توجور دروك حنا عندنا تليفون لي سمارت فون هادو دروك تقد فيلمي كان دي فيلم ont été réalisés juste des smartphones. Le cinéma est une arme pour vous?
très gros. Une arme puissante, bzaf. Oui, oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Moustapha. Merci beaucoup, parce que c'est parfait pour clôturer le plateau. Merci beaucoup, Moustapha, à vous d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui pour nous présenter ce magnifique film. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. On aura le plaisir de vous recevoir pour d'autres belles œuvres, Inch'Allah. Merci encore à vous. Et quant à nos chers téléspectateurs, on se lance dans la dernière ligne droite de l'émission. Mais tout d'abord, petite pause et on se retrouve juste après. قلبي طاب قلبي طاب قلبي من قولة لا لا ويا عشاق الزين ساعدوا وكل قلب حزينة جرحة الخدين بالمدامع دي مسيالة شعلت نار البين في دليلي والهجرة توالى أبو يحنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ولا لا 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 حسدوني يد الناس في غرامك يا غصن الياس يا مدبلة الانعاس عيونك مثل عيون غزالة عيونك مثل عيون غزالة حسدوني ايد الناس في غرامك يا غصن الياس يا مدبلة الانعاس عيونك مثل عيون غزالة عيونك مثل عيون غزالة وشمع اللي قاسين والفيل البدر جهالة أبو يحنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ولا لا 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 هذا حسن بديع كيف يهنا من بيه وليع في القطار جميع ما امديلك هيفا ميالة ما امديلك هيفا ميالة هذا حسن بديع كيف يهنا من بيه وليع في القطار جميع ما امديلك هيفا ميالة ما امديلك هيفا ميالة وعشقك راه بديع كتبت لك عقد بخط عدالة أبو يحنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ولا لا 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 ويا عشاق الزين ساعدوا وكل قلب حزينة جرحة الخدين بالمدامع دي مسيالة De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre dernière ligne droite de l'émission, un plateau consacré au patrimoine. Et comme je vous l'ai dit au début, on est à quelques jours du mois du patrimoine qui se tiendra du 18 avril au 18 mai. Et quoi de mieux que de célébrer ce mois par une grande fierté culturelle de la wilaya d'Oran, à savoir la revue Tourat. Et c'est avec Madame Lamia Faradheb pour en parler. Madame Faradheb, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous, madame. Alors, on le rappelle à nos chers téléspectateurs, vous êtes attachée de recherche au niveau de la revue Tourat, revue éditée par le CRASC. Oui. Alors déjà, avant de nous attarder sur la revue, on va présenter le CRASC parce que plusieurs croient que c'est uniquement un centre de recherche. Oui. Alors que c'est bien plus que ça. Bien sûr. Alors le CRASC, c'est un centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle. Au sein du CRASC, on trouve des unités de recherche et des divisions de recherche. Voilà. Donc, la division dont je fais partie, c'est la division imaginaire et processus sociaux. Il y a la division histoire et mémoire, il y a la division ville et territoire, et une division qui est consacrée à l'éducation. Voilà. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas qu'un centre de recherche, parce qu'il y a beaucoup de publications au CRASC. Oui. La revue Insaniyet, voilà,
Et la preuve, en plus des ouvrages collectifs. Oui. Même des travaux. Des travaux, voilà, des chercheurs qui sont affiliés au CRASC aussi. Oui, d'ailleurs, juste, j'en profite pour le citer parce que c'est quand même un ouvrage qui m'a énormément plu. Oui. C'est tout le travail, c'est le dictionnaire qu'avait réalisé M. Amin Dellay. Le dictionnaire du Melhoun. Oui, du Melhoun, quand même un ouvrage dantesque. Et c'est un ouvrage qui a été édité chez CRASC. Édité au CRASC, voilà, c'est un travail de longue haleine. Moi, déjà, au début, quand j'ai été recrutée au CRASC, j'étais avec M. Ahmed Amin Dellay dans le projet sur la langue du Melhoun. Oui. Et lui, il préparait déjà ce dictionnaire bibliographique en 4 tomes. Vraiment, c'est un travail de longue haleine, un travail. Ça reste quand même un ouvrage de référence. Tout à fait. C'est le Melhoun dans le Maghreb. Oui. Ça ne concerne pas que l'Algérie, mais c'est le Maghreb en général. Et c'est pas d'ailleurs son premier ouvrage sur le sujet, parce qu'il y a même un autre que j'ai pu retrouver, un autre que j'ai dans ma collection personnelle. C'est les Chants bédouins de l'Oranie. Un magnifique ouvrage où on voit un magnifique recueil de plusieurs poésies de l'Ouest, par contre. Là, c'est spécialisé. Oui. Oui. Il a publié aussi sur Ben Genoun aussi. Oui, tout à fait. Donc son travail consistait à faire la collecte des textes, à l'établissement des textes, parce qu'on sait que ce patrimoine oral, risque la déformation dans les textes. Donc lui, il faisait ce travail d'établir les textes, des fois des travaux de traduction aussi, de l'arabe vers le français. Vraiment, il fait un travail dantesque. On dit respect, vraiment respect pour tout ce qu'il fait. Maintenant, il est sur la langue. Moi, j'étais avec lui dans le projet pour faire le dictionnaire de la langue du Melhoun. Voilà, pour vraiment préserver cette langue. Parce qu'il y a un glissement sémantique. Voilà, les mots n'ont plus la même signification qu'avaient avant. Vous m'avez rappelé un échange que j'avais reçu, que j'avais eu avec M. Rabahsba, parce que lui, il a aussi beaucoup travaillé sur la question. Et il m'a dit justement, c'est notre devoir de maintenir cette langue, parce que au fur et à mesure, elle est en train de disparaître. Et comme vous avez dit, un glissement sémantique. Un glissement sémantique. Donc il y a de l'espagnol, du turc, du français. Du berbère, de l'italien aussi. Alors, Madame Fardad, maintenant pour revenir à la revue Tourat, avant de présenter le dernier numéro, présentez-nous un peu, parlez-nous un peu justement de l'histoire de cette revue. Alors la revue Tourat, maintenant c'est la deuxième revue scientifique semestrielle du CRASC. Donc après la revue Insaniyat, le directeur a décidé que Tourat était avant des cahiers. C'était les cahiers Tourat. Voilà, j'ai un exemple. Depuis la création de l'unité, avant que ça soit le CRASC, c'était une unité de recherche. Et on publiait ça, les cahiers Tourat. C'était pour valoriser les résultats des travaux de recherche. Donc il y avait des projets. C'était aussi des travaux scientifiques ou... Bien sûr, c'était des travaux de terrain, par exemple, la collecte de corpus. Il y avait des notes bibliographiques, des références, des manuscrits carrément, des traductions aussi. Voilà, il y a un numéro ici sur la bibliographie sur le patrimoine culturel Algérie, Maghreb et généralité. On retrouve toutes les références sous la direction de Haj Meliani. Voilà, sous la direction de Haj Meliani qui a vraiment œuvré pour que ces cahiers deviennent revus. Il avait tout préparé. C'est vrai, j'ai eu le plaisir de le connaître et il m'a dit mon rêve c'est que ça devienne une revue. Voilà, c'est vraiment un hommage qu'on lui fait aujourd'hui par la sortie de cette revue qui est vraiment une fierté pour nous, pour le CRASC, pour l'unité. Donc c'est un projet qui a été initié par Haj Meliani lui-même? Par M. Haj Meliani, M. Ahmed Amin Dellay. D'accord. Oui, toute l'équipe de la division imaginaire. Au début, c'était les travaux qui se faisaient au sein de la division imaginaire et processus sociaux dont j'en fais partie. Et c'était pour publier justement les résultats des travaux de recherche, des travaux de terrain, les corpus. Mais maintenant que Tourat est devenue revue, deuxième revue scientifique, elle n'est pas encore classée, donc on attend le 5e numéro pour le classement de la revue. Elle n'est pas limitée à la division, c'est-à-dire on peut publier les travaux des autres divisions qui sont en relation, bien sûr, avec le patrimoine, ce qui concerne le patrimoine. Justement, la question que je voulais vous poser, c'est quels sont les critères de sélection des contributions? J'imagine maintenant que c'est une revue
J'imagine que c'est beaucoup plus strict en termes de, en termes de recherche. Bien sûr. Donc, quels sont les Parce que critères? ça reste quand même une revue scientifique. Oui. Donc, les critères de sélection, c'est les critères de sélection d'un article scientifique qui doit obéir quand même aux normes académiques. Oui. Qui doit obéir aux normes académiques et à cette rigueur scientifique. Tout à fait. Là, pour assurer quand même une qualité. Et la qualité et la forme de cette production scientifique. Absolument. Voilà. Et une autre question qui me vient à l'esprit là, c'est est-ce que la revue est-elle indexée dans des bases de données internationales, par exemple? On est en train d'œuvrer pour. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est en cours. On attend, voilà, c'est en cours. Oui. On attend le classement. Oui. Voilà, il y a quelqu'un qui s'occupe que de ça. Voilà, je n'oublie pas de citer toute l'équipe qui est derrière tout ça. L'équipe, l'équipe de soutien à la recherche, voilà, les informaticiens, les secrétaires, ceux qui œuvrent pour la mise en forme, et les informaticiens qui font qui font injecter, voilà, sur les sites, et qui œuvrent pour la classification. Après la classification de la revue, on espère que l'indexation, voilà, et la mise à niveau. Y a-t-il des exigences de ces bases de données internationales? Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait des contributions à l'international quand même. Qu'on ait des contributions, des articles de professeurs qui ont déjà écrit dans des revues, voilà, pour que ça soit indexé. D'accord. Oui. En fait, j'ai eu l'occasion de parcourir les 4 revues, parce que on va en parler. Ce qui m'a le plus plu, c'est la diversité culturelle et beaucoup plus la diversité linguistique. Aussi. Donc justement, quelle place accordez-vous à la diversité linguistique? Parce qu'on retrouve de l'arabe, du français, même de l'anglais dernièrement. De l'anglais aussi. Oui. Et même du tamazight. Aussi. Oui. Oui. Donc, alors, pour cette diversité culturelle, bon, on sait en général l'Algérie, vraiment, on connaît sa diversité culturelle, la diversité aussi de ses représentations, ses formes de représentation culturelle aussi. Oui. Donc, on peut aborder la langue à 2 niveaux, c'est-à-dire comme outil de recherche et comme objet de recherche. Tout à fait. Voilà. Donc, dans la revue, on accepte les articles dans les 3 langues, arabe, anglais et français. Il y a même des articles. Bon, dans les articles, on retrouve des textes, parce qu'il s'agit de patrimoine, des textes tout à fait. en dialectal. Oui. Des fois, c'est en amazigh. Donc, c'est une revue. Dans le template, on accepte les caractères spéciaux, les sons comme le guef, comme... Même le tifina, par exemple? Les caractères tifina? On n'a pas encore fait l'expérience. S'il y a une traduction à côté. Donc, pour numériser, c'est un peu... Voilà, c'est surtout ça. C'est un peu compliqué. Oui. Et comme objet de recherche aussi, parce que ça fait partie de notre patrimoine culturel aussi, cette diversité linguistique. Justement, en parlant de diversité, comment la revue prend-elle en charge les transformations sociales contemporaines par rapport au patrimoine? Transformation sociale. En ce moment, la revue, elle prend en charge les thématiques du patrimoine. On reste dans le sens où le patrimoine c'est l'héritage. Tout à fait. L'héritage que nous laisse, déjà l'étymologie du mot patrimoine, c'est l'héritage du père. C'est ce que mon père m'a laissé, que moi je dois transmettre à mes enfants. C'est ça. Donc, et vu l'ère de la mondialisation, l'ère de la mondialisation, maintenant, on peut aborder ça dans l'approche, comment approcher ces sujets. Voilà, l'approche, la méthodologie, maintenant en utilisant les nouvelles technologies pour les enregistrements, pour l'analyse, pour faire les statistiques, pour faire... Est-ce que vous vous adaptez par rapport à ça? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Quel est le profil de votre lectorat? C'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce que vous visez le secteur académique, ou voir le grand public, ou uniquement le milieu de la recherche? Alors, la revue Tawrat, elle vise à un premier niveau la communauté scientifique, parce que ça reste quand même des textes, des articles scientifiques, tout à fait, avec tout le jargon scientifique et tout. Elle vise aussi les étudiants, les doctorants, les étudiants, tous ceux qui font de la recherche, parce que la revue reste quand même un lieu de référence. On trouve les références, si on fait une recherche. On a l'article sur la chanson populaire, on va trouver beaucoup de références sur la chanson populaire. Donc ça reste quand même un élément de référence. Et on peut dire que aussi est destiné au grand public, aussi intéressé, parce que le public
retrouve des textes, retrouve des manuscrits, c'est une base de données riche, retrouve une certaine analyse. Voilà, voilà, ça sert quand même à rendre accessible cette recherche scientifique. Donc est-ce qu'il y a une volonté de vulgariser en quelque sorte le contenu pour le rendre plus accessible au grand public? Vulgariser. Où il y a quand même une rigueur académique et scientifique. La rigueur académique, elle est là. Oui. Mais la vulgarisation, elle est dans le sens de rendre accessible, pas simplifier. Oui. Mais c'est surtout rendre accessible au grand public. Très bien. Alors maintenant, Madame Fardab, j'aimerais parler un peu des revues en elles-mêmes. Alors là, vous êtes au quatrième numéro. Le quatrième, il est sorti. Et qui est sorti en format numérique. Oui. Et 3 en format physique, c'est ça? Oui. Donc bon, déjà, la question que je me suis posée, c'est où est le format physique du quatrième numéro? Est-ce qu'il y a un défi actuellement en termes de papier, par exemple? En termes de papier, voilà, ça fait quand même un bout de temps qu'on nous exige de travailler avec 0 papier, voilà, de suivre la numérisation, mais quand même le directeur de publication, qui est monsieur le directeur, monsieur Amal Manin, il a tenu à ce qu'il y ait un quota en format papier. Parce que le format numérique, là, quand on passe par la plateforme des revues, il n'y a que les articles qui sortent, qui sont téléchargeables. Mais dans la revue format papier, on trouve des annexes, on trouve des notes, on trouve des annexes, on trouve des corpus qu'on ne trouve pas sur le site des revues. Mais il y a aussi le site officiel du CRASC. Les informaticiens font un travail colossal. Ils injectent toute la revue en intégralité, donc ceux qui peuvent télécharger. Mais on reste quand même, le directeur, il tient à ce qu'il y ait quand même un petit quota en format papier. Il a raison, je trouve. Moi, c'est plus de la génération papier. Voilà. Alors, Madame Fardab, une question aussi que je voulais vous poser, c'est par rapport à chaque revue. Est-ce qu'il y a une thématique centrale autour de chaque revue qui va plus ou moins englober l'ensemble des autres articles et contributions? La thématique centrale, elle est représentée dans l'intitulé de la revue. C'est Taurat, tout ce qui concerne le patrimoine, que ce soit matériel, immatériel, chaque revue va se concentrer sur un patrimoine particulier. Maintenant, la ligne directrice, elle est claire, c'est le patrimoine. Et à chaque fois, donc, bon, le premier numéro, c'était un numéro variable qui concernait le patrimoine maghrébin en général. Le deuxième numéro, c'était un numéro thématique. Concernant revisiter l'article de Jules Rouanet, c'était déjà un numéro auquel M. Haj Miliani avait beaucoup travaillé avec Jonathan Glasser, l'université de New York et des États-Unis. M. Delay aussi. M. Delay aussi. Donc, ce deuxième numéro, c'était un numéro thématique. Après, on a fait un troisième numéro Varia. Non, le troisième numéro, c'était sur la convention de 2003, la protection du patrimoine, coordonnée par Wiza Galez et M. Hej Barded Mohamed. Et le quatrième est aussi un numéro Varia. Et on lance un cinquième, qui sera un numéro thématique coordonné par M. Lakhdar Barka, Sidi Mohamed, sur Mohamed Dib, la littérature de Mohamed Dib. Donc voilà, à chaque fois, c'est à la demande. Des fois, on a des propositions. Ces propositions imposent une thématique bien précise. Absolument, et voilà. Et des fois, on a des propositions comme ça, diversifiées, qui exigent un numéro Varia. C'est parfait, c'est parfait. Le numéro. Merci beaucoup, Madame Lamia Fardab, d'avoir été avec nous. Une date de sortie du prochain numéro? Juin, normalement. Ah, juin pour le cinquième. Le cinquième, juin 2025, pardon. Déjà, on pourra le retrouver au niveau du site. Oui, bien sûr, directement. On pourra montrer aussi les photos de couverture. Je tenais vraiment à remercier les peintures faites par monsieur le peintre Toufiq Ali Chaouch, qui nous a fait don de ces peintures au CRASC. Magnifique. Et qui collabore avec nous depuis le début de la revue, que je remercie à mon nom, au nom du CRASC. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Madame Lamia Fardab, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir très bientôt aussi pour d'autres beaux sujets par rapport au CRASC et par rapport à la revue Taurat. Inch'Allah. Merci à vous. Le plaisir était pour moi. Tout plaisir est pour nous, Madame. Merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette
cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve on se retrouve la semaine prochaine, d'ailleurs, au Bonjour d'Algérie, toujours mercredi, même heure, de 8h à 9h30. Un grand merci à l'équipe technique ainsi qu'à l'équipe à la régie pour avoir assuré le bon suivi de cette émission. Passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.